Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Claire Arnaud. Je vais être l'apparitrice principale de cette conférence, accompagnée de Arnaud Oliveau et de Marlène Louis. Donc là, nous allons pouvoir commencer la conférence sur les effets psychologiques du Covid à un niveau individuel et dans le couple. Nous allons commencer par la présentation de Pierluigi Grassini, suivie d'une présentation de Jonathan Del Monte. Avant cela, je vais juste vous rappeler quelques petites règles par rapport à la conférence. Nous allons avoir les deux présentations. Enfin, nous aurons à la toute fin un temps de questions. Donc, on vous invite à poser vos questions dans la partie Q&R et nous donnerons toutes ces questions à nos deux conférenciers qui répondront donc bien entendu en fin de conférence. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Merci. Alors, je vais commencer et je vais déjà présenter Jonathan Del Monte, qui est maître de conférence en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Nîmes, HDR, donc il peut diriger aussi les recherches. Et moi, je suis Pierluigi Graziani, je suis professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Nîmes et Aix-Marseille. Alors, ce soir, on s'est partagé un peu le travail. Alors, le hasard fait qu'on tombe pendant la conférence de Jean Castex, qui vient d'annoncer que même le soir du 31 décembre, on devra faire attention et on sera confiné apparemment. Il y aura le couvre-feu, contrairement à ce qui avait été dit, et que les restaurants, les musées resteront fermés 3 semaines de plus. Voilà. Donc, ça tombe bien. Je vous donne même les informations directes si vous ne les avez pas eues. Et donc, voilà, on va parler ce soir de stress, on va parler de Covid, l'impact sur le couple et l'impact aussi sur la population. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, mon PowerPoint. Je pense que vous le voyez tous maintenant. Alors, je vais parler du couple, je vais parler de la Covid. Hein, en tout cas, il n'y a pas énormément de recherches. Hein. J'ai pas mal cherché par rapport à ça. Il y en a certaines qu'on est en train de conduire avec nos étudiants à l'Université de Nîmes. Et Jonathan va en parler davantage. En tout cas, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et l'impact sur le couple, ça se voit un peu dans le mois qui suivent. Mais on a déjà des prémices, de quelques résultats de recherche qui commencent à être publiés. Et à partir de juillet, déjà, on va apparaître un certain nombre de papiers qui parlent de ça. Alors, l'idée, c'est voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir aborder l'impact de la Covid sur le couple. Alors, il y a effectivement un grand nombre de recherches qui examinent le stress externe. Donc, le stress, la COVID est considéré comme un stress externe qui affecte les relations et les conditions qui amplifient ou atténuent ces effets. Donc, il y a beaucoup de recherches qui essaient d'évaluer un peu quels sont ces éléments-là qui amènent, pour certaines personnes, à vivre un peu amplifier, surtout un vécu de stress, et chez d'autres, parfois de diminuer l'impact, la perception de stress. C'est-à-dire que les situations ne sont pas vécues par tout le monde de la même manière, il y a beaucoup de variabilités. Bon, il faut dire aussi que la Covid, c'est un stress pour la plupart des gens, mais on a aussi des personnes qui développent beaucoup de résilience par rapport à ça. Et pour d'autres, la situation de la Covid devient quelque chose de très favorable par rapport à leurs caractéristiques individuelles.
Ces études, en tout cas, qui ont été faites après des attentats, après des catastrophes naturelles, etc., montrent, nous expliquent un peu, nous donnent quelques indications pour savoir comment la pandémie de la Covid va aussi nous impacter dans les mois à venir. Et déjà aujourd'hui, en fait, on peut commencer à à utiliser des outils thérapeutiques et mettre en place des programmes pour diminuer cet impact-là. Voilà. Alors, on a dit l'impact de la Covid sur le couple. Alors, qu'est-ce que c'est un couple qui fonctionne bien? Donc, un couple qui fonctionne bien, c'est défini comme un couple où les individus perçoivent que leurs partenaires sont sensibles à leurs besoins, se soucient de leur bien-être, comprennent et soutiennent. Donc, on a là quelques indications pour savoir en quoi comment le couple fonctionne bien. En plus, le comportement des partenaires sont réactifs, par exemple en leur apportant leur soutien, en étant empathique avec leur partenaire et en s'engageant de manière constructive là, pour résoudre les problèmes. Donc, ça, c'est l'idéal du couple. Et ce qui arrive, c'est que des facteurs de stress externes, naturellement, tels que le chômage, les difficultés économiques, vont perturber, vont avoir des répercussions sur la qualité de ces interactions-là. C'est très basique, c'est le modèle du stress, finalement, où un événement va impacter, va modifier un fonctionnement qui est là, va modifier un équilibre. Donc, les études constatent en fait que quand un couple est confronté à un stress important, un stress externe important, il y a une diminution de l'efficacité de la résolution de problèmes au fil du temps. Et cela, c'est aussi associé à la diminution de la satisfaction relationnelle. C'est-à-dire que le stress dégrade la capacité de faire face aux situations et en même temps dégrade aussi les capacités relationnelles, rend les gens beaucoup plus stressés, beaucoup plus fatigués. On voit, là, on peut reprendre le modèle là aussi de Beck, des processus primaires et secondaires de pensée, où il montre bien que quand il y a un stress important, on a plus facilement tendance à basculer avec des processus assez primaires, en tout ou rien. Et donc, on a des réactions qui sont exagérées par rapport à des stimuli qui sont moindres. Et donc, ce qu'avant, on arrivait à supporter, après, on n'arrive plus à le supporter. Et donc, on passe comme aujourd'hui, où la situation de confinement actuelle amène en fait à interagir avec des processus relationnels qui sont moins adaptatifs. Et en faisant cela, on augmente en fait le risque de séparation, on détériore les relations. Alors, un cadre conceptuel qu'on retrouve aussi dans une publication très récente de Pietro Monaco et Overall, qui adapte un modèle des carnets, concerne justement l'impact de la Covid. Alors, au centre, vous avez les facteurs de stress externes tels que les tensions économiques, perte d'emploi, enfin, notre quotidien avant la Covid. Cette manière aussi de vivre le stress dépend d'autres facteurs. Il y a des vulnérabilités contextuelles, persistantes, classe sociale, groupes d'appartenance, etc. Là, on retrouve un peu le modèle de Folkman et Lazarus, le modèle des psychologies de la santé, ou même notre modèle qu'on utilise en TCC. Vous avez aussi un contexte, vous avez des variables sociales qui vous rend plus vulnérable à certains stress. Ensuite, il y a les vulnérabilités durables qui sont individuelles. Ce sont nos schémas cognitifs, éventuellement. C'est le type d'attachement, la dépression, la vulnérabilité à la dépression plutôt, à l'anxiété, les difficultés dans la régulation émotionnelle, à la régulation de soi et toutes les histoires des traumas. Là, c'est aussi un peu le socle sur lequel on est souvent assis. Et tout cela va interagir aussi avec nos processus dans le couple. C'est-à-dire, le couple aussi a un fonctionnement qui va être impacté
par le stress externe. Donc, la manière qu'on a de gérer la relation, d'être sensible à l'autre, d'être empathique, de pouvoir être un soutien, un support pour l'autre, peut se dégrader, en fait, en fonction du stress qu'on va vivre. Et la COVID s'ajoute en fait à ce stress de base par un peu le lien A, hein, le stress de base qui va influencer probablement aussi facilement les liens dans le couple et qui va détériorer la qualité de la relation et met en difficulté, met à risque la stabilité aussi de la relation. Alors, il y a des articles, comme j'ai dit, il y en a pas mal qui ont travaillé sur les conséquences sur les catastrophes. Donc, on a un certain nombre d'articles qui travaillent sur les taux de divorce, de mariage. Et étonnamment, quand on voit qu'est-ce qui se passe après une catastrophe, que ce soit attentat, que ce soit une catastrophe naturelle, il n'y a aucun effet à long terme sur le taux de divorce, de mariage. Donc, c'est un peu étonnant. Moi, je m'attendais en fait d'avoir des choses plus chroniques. En réalité, on a plutôt des effets à court terme. En fait, par exemple, il y a des articles américains qui ont travaillé sur les années qui ont suivi l'ouragan Hugo, et que le taux de divorce, de mariage, de natalité ont augmenté dans les zones les plus touchées. Et ensuite, il y a un retour à la normale, un retour qui est comparable à celui avant la catastrophe. Donc, taux de divorce, de mariage et de natalité aussi. Donc, ce sont parfois, c'est vraiment comment la personne vit le stress. Donc, pour certains, c'est la crise, la séparation. Pour d'autres, ça ressemble, ça amène en fait à former des couples, s'associer pour se protéger, pour se défendre par rapport à la situation. Les taux de divorce aussi ont baissé immédiatement après les attentats terroristes, et elles aussi sont revenues au niveau d'avant, une année plus tard, ou 2 ans plus tard peut-être, mais en fait c'est la première année qui est très complexe, c'est là où on voit beaucoup de modifications, et ensuite on voit un retour à un fonctionnement qui était pré-catastrophe ou pré-attentat. Donc on a voilà, des variations, des modifications, et alors qu'est-ce qui influence ce type de modifications et ce type de variations? Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça? Alors, on a que cette variation-là en termes de résultats dépend, c'est un peu le reflet des différences au niveau du contexte. Par exemple, lors des attaques terroristes, il y a des morts, il y a beaucoup de morts, beaucoup de personnes sont blessées, et il y a une activation de l'incertitude par rapport au monde, par rapport aux attaques futures et au risque encore de mortalité. Et donc, quand les gens sont confrontés à ce type de menaces, à ce type de souffrance, ont tendance à rechercher plutôt de la sécurité et du réconfort auprès des proches. Donc, dans le couple, on se soude et cela diminue, il y a une baisse du risque de séparation. Donc, on a plutôt une cohésion. Ce n'est pas le moment pour se séparer, c'est un moment pour se soutenir. Et alors, il y a cet aspect-là de rechercher le soutien. Et il y a aussi l'autre aspect, c'est que c'est une sorte aussi de diversion. Le fait qu'il y a autre chose beaucoup plus importante à ce moment-là, met de côté, amène à mettre de côté beaucoup de conflits, et on se focalise sur ce qu'il y a à faire. Par contre, quand il y a eu plutôt des catastrophes naturelles, et là on peut imaginer aussi les inondations dans les Hautes-Alpes, etc., il y a moins de décès en général. Les décès sont
n'ont pas même mode. Hein. En tout cas, il y en a moins. Hein. Et ce qui change aussi, c'est qu'il faut beaucoup plus de temps pour reconstruire les communautés. Et là, on rentre dans un système de stress qui est chronique et qu'il y a un stress chronique aussi sur le mariage, sur le couple, et cela amène à une augmentation des divorces. Donc, on a en fait ces études qui montrent qu'en fonction que ce soit un stress aigu, un stress chronique, un stress qui met en danger la vie ou qui met moins en danger la vie, qui dure dans le temps, qui sollicite le couple, on a des variations en termes de résultats. Alors, est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques par rapport à la COVID? La COVID aussi, on le sait, on le voit. Je pense que on a des ouvrages qui commencent à sortir sous l'effet de la COVID. Dans les journaux, il y a pas mal d'informations là-dessus. Il y a un peu moins d'études scientifiques, hein, donc on les attend. Donc, il y a plutôt l'impression générale qu'effectivement, c'est un stress qui est pas, c'est pas seulement une impression, on le vit tous, mais si vous voulez, quand je fais la différence entre une étude scientifique et un article de journal, c'est que l'étude scientifique, elle est basée aussi sur des données, sur des analyses, et donc on a une analyse qui est beaucoup plus fine, mais un peu plus tardive. Donc là, par rapport à la COVID, évidemment, il y a une influence qui est importante et on sait qu'elle influence effectivement les relations. On a déjà quelques études sur la situation chinoise, par exemple, et quelques études américaines qui montrent qu'il y a une influence sur la qualité et sur les relations. Donc, c'est ce processus-là de F et G sur le tableau. Donc, on a une influence sur le mode d'être en couple, sur le type de relation. Il y a un stress. Et si la personne est dans la difficulté de s'adapter, de trouver des ressources pour s'adapter, il y a le risque de détériorer la qualité de la relation et la stabilité aussi de la relation. Donc, la COVID, c'est un stress aigu et c'est un stress chronique. Dans la recherche, en fait, on se rend compte, on la compare un peu aussi à certaines attaques terroristes. Il y a de nombreuses personnes qui ont perdu la vie. Il y a l'incertitude, la peur qui sont très présentes, y compris la peur pour sa propre vie. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. À Nîmes, on a fait une recherche aussi sur le stress post-traumatique et les symptômes de stress post-traumatique. Et on est un peu critique par rapport à tous les articles qui sortent là-dessus, où du fait qu'il y a la COVID, tout le monde pourrait, au risque de souffrir de stress post-traumatique. Or, ce n'est pas toujours le cas. On est plutôt face, en général, il nous semble, un trouble de l'adaptation par rapport à ce qui nous est demandé, qui est très importante, très généralisée. Ce trouble de l'adaptation, c'est partagé par tout le monde et certaines personnes, un certain nombre de personnes, un certain groupe de personnes qui sont très impactées par la maladie et par la présence de la mort dans leur entourage, vivent vraiment une souffrance, ça devient un trauma pour eux et vivent cet événement-là comme très stressant, très perturbant, avec une souffrance très élevée. Et il y a aussi l'aspect, disons, alors, excusez-moi pour le flash, hein, c'est un peu l'inverse. Là, je parle du stress aigu et il y a aussi cet stress chronique, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. On pensait de pouvoir sortir il y a 15 jours, ça a été prolongé. On a parlé du 15 décembre, par exemple. Maintenant, c'est 3 semaines de plus, apparemment. On ne va pas ouvrir les restaurants, on ne va pas ouvrir les cinémas, etc. On parle déjà des troisièmes vagues, donc on ne sait pas très bien quand on va sortir de cette maladie, hein, ou de cette situation de confinement, de cette situation d'urgence, etc. Donc, voilà, c'est une durée qui est inconnue et là aussi, ça impacte le couple. Donc, on a vu
en fait, dans les recherches, qu'il y a une variabilité, pardon, d'impact, et que le stress lié à la pandémie va varier de manière très importante sur le couple et en fonction de l'impact de la Covid. Si vous avez un restaurant et vous fermez, j'ai des patients en ce moment qui sont restaurateurs, qui sont désespérés parce qu'ils sont très impactés par la décision du gouvernement. Si, par contre, vous êtes un peu comme moi qui vit entre l'Italie, la France et la Suède en ce moment et qui consulte en ligne, ça ne change pas grand-chose en fait. Donc, j'ai aussi une patiente qui, elle, est Asperger, qui est très bien chez elle. Déjà, elle ne supportait pas le monde. Maintenant qu'on l'oblige à rester à la maison, elle est très heureuse. Donc, disons que l'impact est très variable. Et il est clair que pour la plupart des personnes, de nos concitoyens, l'impact est palpable, est très important. Donc, voilà. Donc, il y a à lister, en fait, l'impact de la Covid. Et on s'est aperçu, quand on a fait cette recherche au printemps, que tout le monde n'était pas impacté par la Covid. Et si vous vous rappelez bien ce qu'on disait au printemps, il y avait plutôt des gens qui découvraient le sens de la vie, qui découvraient le fait de rester avec les enfants, de faire autre chose. Et donc, il y avait une sorte de résilience par rapport à ces stress. Et ça a amené un point de vue différent, des changements de vie différents, une réflexion sur soi qui était différente. Alors, l'impact de la certitude est aussi quelque chose qui est présente. Donc, il est difficile de savoir quels impacts seront limités dans le temps et lesquels seront à plus long terme. Donc, en fait, on a du mal à se dire quand est-ce que ça va se terminer finalement. Et le stress, qu'il soit aigu ou chronique, réduit la satisfaction relationnelle et peut impacter le couple. Alors, les recherches montrent aussi que les couples sont beaucoup plus réactifs dans le stress aigu, dans le stress court en tout cas. Et là, on retrouve en fait des capacités d'adaptation et on arrive à réagir plus facilement. Ce qui est plus dangereux, c'est plutôt quand le stress est long et chronique en fait. Et cela amène à plus d'épuisement et le couple a peu de ressources pour tenir à long terme. Et donc, quand le couple a aussi ces peu de ressources-là, en fait, ça s'épuise assez rapidement. Et voilà, on voit que notre situation aujourd'hui, c'est une situation qui est assez alarmante parce que c'est chronique, ce qu'on est en train de vivre. Et le stress sur le couple est très important, et là depuis 9 mois bientôt. Donc, en tout cas, le problème aussi qu'on constate, c'est que la Covid, pour beaucoup de personnes, s'ajoute déjà à un stress qui était présent. Donc, il y avait déjà probablement d'autres vulnérabilités. Donc, on a cette partie axe B là. Il y a déjà une vulnérabilité qui était présente, il y a déjà des difficultés, il y a déjà le quotidien, et la Covid va se surajouter par rapport à ce type de situation déjà actuelle. Et c'est là met en difficulté les personnes qui sont déjà à la limite, qui luttent déjà dans le quotidien, ou qui luttaient déjà dans le quotidien pour faire face aux situations, et qui donc sont à la limite aussi de leurs ressources cognitives, émotionnelles et sociales, et qui n'ont pas la possibilité ou sont en difficulté pour traiter un stress supplémentaire. On le voit avec les patients psychiatriques, on voit bien que nos patients qui étaient déjà en difficulté avant la Covid, aujourd'hui sont très en difficulté. De plus, les couples qui ont, là c'est un peu la somme des vulnérables contextuels, présistantes, qui ont des pertes importantes par rapport à la pandémie, et en plus qui ont aussi des vulnérabilités durables, c'est-à-dire individuelles, qui sont vulnérables à la dépression, vulnérables à l'anxiété,
voilà, ce sont celles qui vont, en tout cas, développer un risque de relations conflictuelles, des relations problématiques dans le couple. Et c'est là qu'on voit une baisse, un risque de baisse de la qualité des relations. Et finalement, on va retrouver le risque, une augmentation de la fréquence des séparations. Donc, le point important, en tout cas, c'est que d'un côté, vous avez que la dégradation, l'amélioration des relations pendant et à la suite de la pandémie dépend et dépendra déjà d'un contexte qui est très large qu'il faut considérer quand on va prendre en charge un problème de couple. Parfois, ce n'est pas un problème de couple seulement, c'est un problème aussi de tous ces facteurs de vulnérabilité-là, d'un contexte qui est présent et que pour améliorer parfois le couple, il faut travailler sur le contexte présent. Mais aussi, c'est aussi travailler avec les patients pour développer des, des relations de couple adaptatives, d'améliorer cette relation de couple adaptative, parce que dans la gestion du stress, en fait, dans la gestion de ce qu'on a entre là au centre, en fait, ce qui est important, c'est aussi d'avoir un processus relationnel qui permette en fait aux personnes de mieux gérer les facteurs de stress. C'est-à-dire, je suis dans le couple, je suis affecté par la Covid, mais ma qualité relationnelle que j'ai dans le couple me permet aussi de mieux gérer le stress de la Covid. Donc, on sait aussi que je poursuis sur l'importance du contexte. Donc, on a un laps de temps qui est restreint pour pouvoir agir et l'impact aussi de cette stress de la Covid, de ces situations-là, l'impact dure un certain temps. Donc, on pense effectivement que ça tourne autour d'une année. Ensuite, cette présence de la Covid, en fait, le degré auquel la catastrophe, y compris la pandémie de Covid, influence les relations de couple, y compris la qualité des relations, dépend grandement en fait, d'un contexte qui est plus large de la vie de couple et des vulnérabilités persistantes. Et donc du degré aussi auquel les couples sont capables de s'adapter ensemble. Et souvent, c'est cette difficulté-là d'amener les personnes, en fait, le couple, à s'adapter à cette situation de stress. Donc, voilà, c'est un modèle qui est très complexe, en fait, parce que pour comprendre l'état du couple et la souffrance dans le couple ou le fonctionnement du couple pendant la Covid, il faut travailler sur les différents facteurs de vulnérabilité qui étaient présents, qui sont sociaux, qui sont individuels. Et la Covid aussi a des influences qui sont variables par rapport aux personnes. Le couple aussi a déjà ses problèmes, en fait, et ses forces. Donc, quand il y a déjà du négativisme, quand il y a de la critique, quand il n'y a pas de gentillesse, quand il n'y a pas un rapport de soutien, cela va influencer de manière très importante la manière d'aborder le stress. Donc, le stress externe aussi, il y a pas mal de recherches aussi qui vont évaluer comment le stress externe va impacter les processus relationnels et la qualité des relations. Donc, on a dit que ça va très fortement l'impacter. On sait que pour que ça puisse fonctionner, je rappelle un peu ce qu'on avait dit au départ, c'est que les individus sentent que leur partenaire est sensible à leurs besoins. Donc, est-ce que pendant ces situations de pandémie, il y a encore cette sensibilité aux besoins? Donc, le travail, c'est de maintenir cette sensibilité-là, de se soucier du bien-être des autres et surtout du couple, dans le couple, et qu'il y ait une compréhension et un soutien. Et on voit dans les recherches que les partenaires qui ont dans le couple, qui sont réactifs, par exemple, qui apportent du soutien, qui sont empathiques, etc.,
et qui s'engagent de manière constructive sont ceux qui passent plus facilement, résistent plus facilement à cette période-là de stress. Donc, les facteurs de stress, on sait que vont avoir un impact sur le couple, et un mécanisme qui est mis en avant dans ces recherches-là, ce sont les ressources d'autorégulation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'autorégulation? C'est entendu comme le fait d'ignorer, par exemple, l'insensibilité d'un partenaire, ou bien de fournir un soutien réactif. Donc, le fait, par exemple, d'éviter certains conflits, de ne pas être affecté par certains comportements, par certaines paroles, rentre dans ces capacités-là d'autorégulation. Donc, il y a un certain effort de contrôle de soi qui est nécessaire pour gérer ce type de situation. Et le problème, c'est que quand on est affecté par la COVID, par le stress de la COVID, et que d'autre côté, il y a aussi la difficulté de maintenir ces niveaux relationnels, d'autoréguler, effectivement, on a en fait une augmentation des séparations, parce que le couple n'arrive plus en fait à répondre de manière adaptée aux partenaires, parce qu'ils sont dépassés par le stress dû à la COVID. Et le fait d'être réactif de ces décédés, en fait, rend la situation stressante due à la COVID beaucoup moins stressante. Alors, par exemple, dans le passé aussi, face à des situations de catastrophes naturelles, les recherches ont montré que quand on vit une catastrophe naturelle et qu'en plus le conjoint qui est stressé aussi a des comportements qui sont plutôt hostiles, cela augmente le stress des deux. Donc, et encore d'autres recherches de BACNEF, là, par exemple, mettent en évidence cette difficulté en termes d'épuisement de l'aautorégulation. La personne n'arrive plus à gérer les comportements. Ce que je disais un peu tout à l'heure en commençant l'intervention, c'est ce passage-là d'un traitement de l'information qui est plutôt secondaire, qui demande beaucoup d'efforts, qui est plutôt modéré, sur un continuum. On bascule sur des choses un peu tout ou rien qui amènent à beaucoup plus d'erreurs, mais d'un point de vue économique, coûtent peu de choses. Alors, ce qu'on a constaté aussi, c'est que l'épuisement de l'autorégulation est particulièrement présent dans des contextes qui contiennent un risque de difficultés économiques. Et on a vu aussi qu'une grande tension financière est associée en fait à l'augmentation de comportements méprisants, coercitifs, etc. Et donc cela rend les processus adaptatifs dans le couple qui sont très importants. C'est-à-dire que là, effectivement, il faut aider les couples à maintenir ces processus adaptatifs, d'éviter en fait ces comportements qui s'ajoutent en fait aux problèmes économiques. Ensuite, les recherches montrent aussi, parce que ce n'est pas le premier confinement qu'on vit, dans le passé, il y a eu beaucoup d'autres virus qui ont amené à des confinements partiels des villes ou des groupes de personnes. C'est que le fait d'être confiné, on nous coupe un peu du soutien des autres personnes. Et le soutien social permet en fait une bonne santé psychologique et physique. Je me rappelle quand j'ai travaillé en greffe hépatique, que les recherches ont montré que les personnes qui subissaient une greffe rénale avaient plus de risques de mourir après la greffe s'il manquait des supports sociaux. Si l'aide, si les gens autour d'eux étaient rares,
ils avaient de forts risques d'avoir des complications. Donc, le support social est important. Le support social permet aussi, on le voit aussi dans la recherche sur la schizophrénie, d'avoir moins d'hallucinations, d'avoir moins de pensées délirantes, parce que notre pensée est une pensée qui est fortement sociale. On a besoin de tout le monde pour arriver à avoir une pensée critique, avoir la capacité aussi de se questionner sur ce que nous pensons, sur notre manière de penser et d'exprimer les choses au monde. Donc, c'est un stress qui est très important. Donc, que faire par rapport à ce stress? Que faire par rapport à cette situation-là? Alors, on a vu, en tout cas, que la mise en place des échanges, des soutiens efficaces sont très importants pour protéger la qualité et la stabilité des relations de couple. Nous, étant enseignants aussi à l'université, on a beaucoup d'étudiants qui, dès qu'ils sont coupés de ces relations sociales, commencent à déprimer, commencent à être très anxieux, commencent à avoir des comportements d'addiction. Dans le couple, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut voir le couple aussi comme des personnes qui commencent aussi à arrêter de se parler entre elles. Et donc, de protéger cette qualité et stabilité des relations de couple devient important. Voilà. Et donc, les couples qui sont capables de se soutenir, de se sentir responsables l'un vers l'autre, hein, donc on est intéressé par rapport à l'autre, on est fait attention à l'autre, on est attentif à l'autre, aux besoins de l'autre, sont ceux qui affichent en fait les meilleurs résultats émotionnels et conjugaux de couple. Donc, le soutien dans le couple devient en fait une sorte de thérapie, un lieu de se protéger par rapport au stress. Et donc, le soutien qui peut être mis en place dans le couple minimise en fait les conséquences économiques du stress. Une autre étude multinationale qui vient d'être partiellement publiée, autour de 3000 personnes, on a étudié les relations amoureuses, suggère que les facteurs de stress du Covid, isolement social, attention financière, stress aperçu, sont clairement associés à une dégradation du fonctionnement relationnel. Donc, il y a moins de satisfaction dans le couple, il y a plus de conflits. Par contre, on a aussi remarqué que cette association-là est faible, est réduite, en fait, cette association, chez les individus qui perçoivent leur partenaire comme un réactif. Donc, le fait que le partenaire est présent et réagit et répond en fait aux besoins de l'autre permet de mieux faire face au stress. Donc, on voit que le stress externe peut clairement façonner le processus relationnel, mais aussi les processus relationnels, à leur tour, peuvent modifier les facteurs de stress. Donc, on a un va-et-vient entre la situation du Covid, mon impact et ce que moi j'ai fait pour gérer le stress. Donc, ce n'est pas quelque chose de passif. Le fait de soigner le couple, le fait d'améliorer le rapport au couple permet aussi de gérer le stress. Par exemple, dans une étude, les hommes au chômage qui ont reçu le soutien d'un partenaire proche ont poursuivi davantage d'activités de recherche d'emploi. Donc, on a vu aussi par rapport aux personnes de diabète qui, quand le conjoint participe et soutenant, on a toujours de meilleurs résultats. Donc, quand on est seul, on a de moins bons résultats que quand on est accompagné, quand on est soutenu, quand on se sent compris et il y a quelqu'un qui fait attention à vous. Alors, en conclusion, en fait, et je laisse la parole à mon collègue, c'est que ce résultat suggère que pour certains couples, le stress externe peut être qui est un peu le résultat de cette période de Covid, peut être intensifié ou prolongé par la manière dont les partenaires, les couples s'engagent les uns avec les autres. C'est-à-dire que la qualité
de la relation va être une sorte de soupape par rapport au stress. Et en même temps, comme on l'a dit, s'il y a une dégradation du couple, cette dégradation-là peut amplifier l'impact du stress aussi de la Covid. En fait, les couples qui subissent, on le voit dans les recherches, un stress élevé dans la crise actuelle et interagissent en utilisant des processus relationnels moins adaptatifs, ont un plus grand risque de se séparer dans les mois qui suivent. Et un des principaux, je rappelle qu'un des principaux processus, c'est cet épuisement des ressources d'autorégulation et que les comportements qui favorisent en fait les relations, ignorer l'insensibilité du partenaire, permet en fait d'améliorer le rapport à l'autre. Et dans la thérapie, c'est très important de garder cette capacité d'autorégulation et de favoriser en fait cette capacité d'autorégulation. Donc, ça permet aussi une bonne communication, ça permet aussi d'améliorer le rapport à l'autre. En fait, c'est qu'on retrouve, mais c'est un peu banal, c'est que le fait d'être gentil dans un couple permet au couple de mieux dépasser le stress. Alors, ce sont des choses que, évidemment, on sait, comme celle sur le volet économique. Après, c'est autre chose d'arriver à le démontrer et que sous le volet économique aussi, on a vu qu'il y a un impact économique et souvent, c'est cet impact-là qui est amené comme facteur parfois très important, évidemment, dans la gestion de la situation du Covid. C'est que quand on suggère, on aide le patient à faire face à la perte d'emploi, à la perte de ressources, on réduit de manière importante le stress et on aide pas seulement l'individu, on aide aussi le couple. Et le couple se trouve nettement amélioré quand il y a ce type d'aide-là. Donc, si je reprends le schéma de base, hein, on a vu que la Covid est ici, elle arrive et l'impact qu'elle peut avoir pour un individu peut être très différent en fonction de l'individu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règle précise, mais en tout cas, l'impact, en tout cas, c'est très variable. L'individu a aussi un contexte dans lequel il vit, en couple, isolé, pas isolé, etc. Et cet impact, ces variables-là contextuelles peuvent amplifier le fait de vivre cette situation de stress associée à la Covid. Si on a aussi des vulnérables individuels, ça va augmenter naturellement l'impact du stress. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un couple qui vit toute cette situation-là et la manière qu'on a de vivre notre couple, les capacités qu'on a d'absorber ce type de situation-là permet en fait de mieux gérer le stress, mais le stress aussi risque en fait de mettre en difficulté le couple. Et plus les facteurs de stress sont importants, plus il y a un risque de perte de relations adaptatives, avec une perte de la qualité de la relation et donc une augmentation du risque de séparation. Ce que les recherches montrent aussi, c'est que beaucoup de couples développent vraiment des capacités de résilience et on retrouve en fait que vivent bien mieux après ce type de situation-là, après ces phases de stress, parce qu'ils arrivent à retrouver, à mettre en place des systèmes, des modes de fonctionnement qui sont différents et qui sont bien meilleurs que ceux qui sont précédents au Covid. Donc, sachez, comme on l'a dit, que la première année est celle qui est la plus à risque. Et pour conclure, en TCC, nous avons tout ce qu'il faut pour intervenir sur les 3 axes habituels, physique, psychologique et social. Donc, en fait, la Covid n'est pas très différente
de ce qu'on retrouve parfois dans les attentats par rapport au risque de mortalité. Elle n'est pas très différente par rapport à ce qu'on voit après des catastrophes naturelles, par rapport à cet aspect chronique et durable au niveau de l'impact sur les personnes. Et que la première année semble être une année qui est très importante, où on a vraiment l'impact du stress et certains arrivent à mettre en place des stratégies d'adaptation, d'autres se séparent et ensuite on retrouve un fonctionnement qui est celui avant la crise. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Jonathan, j'ai pris un peu trop de temps peut-être, et qui va parler en fait de l'impact sur la population, sur l'individu de la Covid, et à partir de la recherche que nous avons fait à Nîmes. À toi, Jonathan. Merci beaucoup. Est-ce qu'on voit bien mon diapo? Très bien. C'est bon? Super. Alors, en effet, moi, je vais, dans la continuité de ce qui vient de vous être présenté, je vais évoquer les effets psychologiques du confinement sur un plan un peu plus individuel. Alors, je l'ai nommé V2 puisque j'avais déjà fait un premier webinaire au mois de juillet pour expliquer les premiers résultats d'une étude que nous avons menée à l'Université de Nîmes sur un peu plus de 3700 participants. L'objectif était naturellement de pouvoir vérifier si le confinement, avec toutes ses caractéristiques, donc confinement au sens large, pouvait avoir des effets négatifs sur la psychologie des populations confinées et plus particulièrement de la population française. Donc nous avions alors choisi d'évaluer différents types de symptômes, notamment les symptômes dépressifs, les symptômes anxieux, le désespoir et les risques suicidaires qui pouvaient également exister suite à ce confinement. Et les premiers résultats que nous avions alors démontrés, c'était qu'en effet, le confinement semblait bien avoir un effet négatif sur le psychisme de la population, puisque plus d'un participant sur deux de notre étude présentait des scores extrêmement élevés de symptômes dépressifs. Alors ici, ce sont des scores qui sont jugés comme étant des scores seuil pathologiques, donc un participant sur deux présentait un seuil pathologique de dépression avec la PHQ. 27% d'entre eux présentaient des risques suicidaires élevés, dépassant le seuil pathologique. Près de 10% présentaient des scores très élevés d'idéation suicidaire. 18% des scores très élevés de désespoir et environ 13% de notre population présentaient également des niveaux d'anxiété qui étaient jugés comme étant pathologiques. Alors naturellement, l'idée de cette étude, c'était de vérifier uniquement l'effet du confinement et non pas l'effet de la Covid. Donc nous avions alors choisi de faire une comparaison entre les différentes régions françaises pour bien vérifier en effet que ce soit bien que le confinement et pas la maladie qui expliquait au mieux la présence psychopathologique que nous mettions en évidence. Et en effet, les régions ne se différenciaient pas en termes de dépression, d'anxiété, de désespoir et de risque suicidaire. Et donc, nous avions alors fait l'hypothèse que la proximité d'un foyer actif de la maladie n'était pas la bonne explication pour expliquer au mieux la présence de ces troubles psychopathologiques. Enfin, on avait également mis en évidence, et ça a été illustré dans la présentation de Pierluigi, que l'anxiété jouait un rôle extrêmement important et pouvait être considérée comme un facteur prédictif du risque suicidaire dans la population générale. Alors, depuis, quelques études et sondages sont sortis naturellement, toujours axés sur la population française. Alors, je vous présente un sondage qui est sorti en septembre dernier. Alors, c'est un sondage IFOP, naturellement, qui n'a pas présenté de validation, enfin, qui n'a pas un caractère de validation scientifique, mais qui donne tout de même une bonne représentativité des résultats que nous avions nous-mêmes pu mettre en évidence. Bon, cet échantillon pour le sondage était sur 2000 personnes de plus de 18 ans, avec une représentativité en termes d'âge, de sexe, de profession. Et ils avaient alors été interviewés entre le 21 et le 28 septembre dernier. Et ce que le sondage mettait en évidence, c'est des résultats tout aussi élevés que ce que nous avions alors trouvé dans notre échantillon, c'est-à-dire des scores de risque suicidaire très élevés et d'idéation suicidaire très élevés dans la population. Et le sondage avait également un intérêt, c'est qu'il permettait de différencier différents types de populations, comme par exemple 27% des chômeurs qui répondaient alors au sondage et des dirigeants d'entreprise avaient sérieusement envisagé de se suicider.
Parmi cette population, 25% étaient âgés de 18 à 24 ans, donc ça semble préférentiellement toucher plutôt des populations relativement jeunes, sans doute étudiantes. Parmi les personnes qui avaient notamment envisagé de se suicider, 24% étaient des femmes de moins de 35 ans. Et enfin, parmi ces personnes qui ont envisagé de se suicider, 11% l'ont envisagé pendant le premier confinement et 17% l'avaient envisagé à la sortie du premier confinement. Autrement dit, le confinement pouvait, dans une certaine mesure, en tout cas le premier, avoir généré des vulnérabilités dans une population, ou en tout cas dans une partie de la population, qui pouvait être considérée comme étant plus fragile ou plus vulnérable à l'acquisition de comportements dysfonctionnels. Une autre étude également très intéressante est sortie très récemment dans le JAMA. Alors celle-ci, elle s'est surtout intéressée à la population étudiante et elle a donc recueilli près de 70 000 participants, et parmi ces 70 000 participants, il y en avait près de 30 000 qui étaient étudiants. Et en fait, cette étude, elle permettait de mettre en évidence que cette population étudiante, eh bien, elle ressentait des stress perçus très élevés, à hauteur de 24% parmi ces 30 000 participants. 22% exprimaient une détresse extrêmement sévère suite au confinement. Et il y avait cette notion d'anxiété qui était très présente, à hauteur de 27%, avec la présence d'idéation suicidaire, 11%, et de dépression caractérisée dans cette même population. Du coup, cette population étudiante, en effet, elle semble être une des populations les plus vulnérables aux effets psychologiques du confinement. Et cette étude est allée un tout petit peu plus loin que simplement caractériser les éléments de cette population en présentant un profil de vulnérabilité. Et dans ce profil de vulnérabilité, le genre, notamment le genre féminin, la précarité liée justement au statut étudiant, les différents types de santé, c'est-à-dire la Covid, lorsque les étudiants en étaient touchés, ou alors la réduction des activités physiques, étaient autant d'éléments, autant de caractéristiques qui permettaient de mettre en évidence un profil spécifique de vulnérabilité à l'expression de troubles psychopathologiques lorsque la population était alors confinée. Donc on peut voir déjà que depuis 2 mois, ou un peu plus de 2 mois, on a certaines études qui vont dans le sens justement de la mise en évidence que l'anxiété est extrêmement dominante et qu'en effet, le confinement a avant tout mis en place des niveaux d'anxiété qui vont avoir des conséquences psychopathologiques, à la fois sur le couple, comme Pierre Luigi vient de l'énoncer, mais également sur des comorbidités telles que la dépression, telles que le désespoir, et bien sûr, telles que l'idéation suicidaire et le risque suicidaire. Donc nous avons naturellement continué à essayer de mieux saisir les caractéristiques de notre échantillon. Je vous rappelle, un peu plus de 3700 participants à notre échantillon qui ne présentaient pas de troubles psychopathologiques, ou en tout cas de diagnostic spécifique d'un trouble psychopathologique. Nous avions fait attention justement à ne pas surajouter à l'effet confinement. Et ce que nous avions mis en évidence, c'est que les scores de dépression, le score de désespoir et le score d'idéation suicidaire pouvaient être expliqués par des variables qui avaient plus ou moins de poids. Autrement dit, nous avions mis en évidence que l'anxiété, qui est, dans notre échantillon était évaluée par la GAD-7, occupait systématiquement une place d'explication, ou autrement dit de causalité, dans l'expression du tableau clinique, soit de dépression, soit de désespoir, soit du risque de passage à l'acte suicidaire. Autrement dit, encore une fois, cette anxiété, elle est très présente, elle s'exprime, elle a des conséquences, mais elle a des conséquences qui vont être un tout petit peu différentes en fonction du tableau clinique auquel elle est liée. Donc, pour essayer de mieux saisir le poids que cette anxiété peut occuper dans ces tableaux cliniques, nous avons réalisé d'autres types d'analyses, et notamment, nous avons tenté de vérifier le poids de l'anxiété dans le lien qui unit la dépression et le risque suicidaire dans notre échantillon. Nous avions trouvé initialement, bien sûr, une corrélation extrêmement importante entre dépression, score de dépression et le score de risque suicidaire dans notre échantillon. Et en vérifiant le poids que l'anxiété pouvait occuper dans cette relation, on a tout de suite mis en évidence que finalement l'anxiété n'était pas un médiateur, ou en tout cas ne jouait pas ce rôle de médiateur entre la dépression et le risque suicidaire. Autrement dit, pour simplifier un tout petit peu, ce n'est pas parce que le niveau d'anxiété est très élevé que le lien qui unit la dépression et le risque suicidaire allait lui-même être d'autant plus important. En revanche,
ce que nous avons mis en évidence, c'est que l'anxiété, cette fois-ci, joue un rôle très important de médiateur entre le niveau de désespoir qui était présent dans notre échantillon et le niveau de risque suicidaire. Et cette idée, c'est que naturellement, cette fois-ci, plus l'anxiété venait s'exprimer dans notre population, plus le désespoir était élevé et plus le lien avec le risque suicidaire était également élevé. Donc ça, c'est un premier point déjà qui nous a interrogés. Et la question que nous nous sommes posée, c'est quelles sont finalement les raisons, les causes qui ont permis une élévation aussi importante du niveau d'anxiété et notamment quelles sont aussi également les raisons du lien qui vont unir désespoir, risque suicidaire et anxiété. Alors en fait, dans notre approche, nous faisons l'hypothèse que le confinement, le premier confinement en tout cas, a permis l'acquisition de comportements que nous jugeons comme étant dysfonctionnels. Et l'une des théories qui nous permet d'appuyer cet argument, c'est notamment une ancienne théorie qui a quelques années maintenant, liée à l'impuissance acquise de Peterson et de Seligman. Alors vous avez très probablement tous en tête les expériences que Seligman avait menées avec les chiens, où en fait il punissait les chiens en fonction d'une stimulation auditive, et le chien, lorsque la stimulation apparaissait, s'il ne fuyait pas un certain côté de la cage, il était puni. Mais il avait tout de même la possibilité de pouvoir fuir ce côté-là pour échapper à la punition. Et en fait, Seligman expliquait que naturellement, il y avait un phénomène d'acquisition, d'apprentissage. Lorsque le chien comprenait qu'il pouvait éviter la punition, eh bien, il mettait en place le comportement d'évitement. Dans une des conditions, Seligman a à un moment arrêté de permettre au chien de pouvoir échapper à la punition. Et ce qu'il met alors en évidence, c'est que le chien va naturellement subir la punition pendant un certain temps. Il va s'agiter. Cette agitation est très probablement chez l'animal un marqueur de stress environnemental. Et ce qu'il observe, c'est qu'au bout d'un moment, le chien va finir par s'allonger dans le coin de la cage et par ne plus chercher à éviter de subir la punition. Il va passivement la subir. C'est ce qu'à l'époque, Seligman avait appelé l'impuissance acquise, c'est-à-dire la perte de contrôle que l'animal avait vis-à-vis de la situation, et notamment les difficultés qu'il avait à pouvoir la réguler en termes de processus adaptatif. Seligman, il nous explique alors que cette impuissance acquise, chez l'homme, va avoir exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que le style attributionnel ou le style d'explicatif ou l'attribution causale que nous donnons à nos situations va avoir des conséquences vis-à-vis de nos réactions et de notre capacité adaptative. Et pour Seligman, à partir du moment où le style attributionnel ou explicatif de la situation met en évidence une perte de contrôle, il y a alors un phénomène qui est le phénomène de résignation, qui vont venir exprimer un tableau clinique qui est extrêmement proche de la dépression, caractérisé par de la passivité, par des déficits cognitifs, par de la tristesse, de l'anxiété, de l'hostilité, des altérations de l'appétit, des maladies et une altération sévère de l'estime de soi. Donc pour Seligman, finalement, l'impuissance acquise n'est rien d'autre que la perte de contrôle que nous avons sur cette même situation. Cette perte de contrôle, elle est liée potentiellement, en tout cas, si on refait le lien avec le confinement, à des informations qu'on va avoir et qui vont être jugées comme étant contradictoires. Alors, les exemples ne manquent pas, notamment vis-à-vis de la Covid. Je vous en donne quelques-uns, histoire de vous rafraîchir la mémoire. Dans les premiers temps, la Covid était qualifiée de grippette par certains médecins plus médiatiques que d'autres. Certains médecins ou plutôt chercheurs plus médiatiques que d'autres, considéraient que c'était finalement une grippe qui faisait moins de morts que les accidents de trottinette. Et à contrario, on avait le décompte tous les soirs du professeur Salomon qui nous indiquait qu'au contraire, c'était bien plus grave qu'une grippette et qu'au moindre symptôme, il fallait absolument aller consulter pour pouvoir vérifier et diagnostiquer la potentielle Covid chez les individus. Un autre type d'exemple, tout aussi flagrant, au début du confinement, notre ministre de la Santé déclarait que les masques étaient parfaitement inutiles. Et puis, progressivement, ils se sont généralisés et ils sont devenus obligatoires dans le milieu extérieur pour limiter, justement, et faire partie intégrante des gestes barrières. Et un dernier, pour la route, parce que je les ai sélectionnés. Naturellement, dès le début de la pandémie, la course au vaccin a été une chose qui a été extrêmement mis en place avec tout un tas d'éléments que l'État a naturellement poussé
pour que ça puisse apparaître le plus rapidement possible. Et puis, très récemment, Emmanuel Macron nous dit il faut être honnête et transparent, on ne sait pas tout sur ce vaccin. Bon. Alors, ça peut paraître anecdotique et notamment, on pourrait finalement trouver que c'est surtout très dépendant de l'évolution et de l'acquisition des connaissances que nous avons sur cette pathologie. Oui, c'est un fait. Mais malheureusement, la population générale, elle reçoit des informations contradictoires et ambiguës qui vont générer chez elle des éléments que certains auteurs appellent de l'insatisfaction vis-à-vis dans la population confinée concernant les informations que les médias leur dispensent. Cette insatisfaction, elle est liée et sévèrement liée à une augmentation du niveau d'anxiété. Ce que les auteurs montrent également dans les études, c'est que ce niveau d'anxiété, il va pousser la population confinée à aller chercher et à démultiplier les sources d'informations. Naturellement, en démultipliant les sources d'informations, on va forcément tomber sur des sources contradictoires qui vont avoir pour objectif d'augmenter d'autant plus le niveau d'anxiété. Autrement dit, plus on va passer du temps à rechercher une information, plus ce temps d'exposition aux médias sera lui-même corrélé positivement à un niveau d'anxiété de plus en plus élevé. Bon. L'idée, c'est que naturellement, ce niveau d'anxiété, il est donc très présent et l'un des facteurs explicatifs de ce niveau d'anxiété, c'est par exemple ce facteur que je viens de vous préciter. L'idée, c'est que notre anxiété, l'anxiété qui a été mise en évidence, elle est étroitement liée à l'ensemble des tableaux cliniques que je vous ai précités tout à l'heure et notamment à la dépression. Cette dépression, en fait, ce niveau d'anxiété, il peut s'entendre au travers du modèle de Beck, un modèle intégratif de la vulnérabilité à l'émergence des pensées dépressiogènes, qui considère finalement que plusieurs facteurs de vulnérabilité sont des facteurs qui vont conduire à l'expression d'une pensée dépressiogène et potentiellement à la décompensation sur un tableau clinique de dépression. Beck nous dit que nos expériences traumatiques, nos expériences précoces traumatiques, mais également les expériences actuelles qui peuvent être vécues sur un aspect traumatique, sont des terrains de vulnérabilité aux pensées dépressiogènes. Il y a également des risques génétiques, il y a bien sûr des risques physiologiques et biologiques, et il y a bien sûr des risques cognitifs également, de développement cognitif, et notamment le style attributionnel, celui que Seligman avait appelé le symptôme d'impuissance acquise, joue également un rôle dans l'émergence de ces pensées dépressiogènes. Ce qu'on sait, c'est que naturellement, les expériences difficiles, pathologiques, voire traumatiques, pourraient dans une certaine mesure faire écho également aux différents types de conditions de confinement que la population générale a dû traverser ou a dû subir. Nous avons vu une augmentation des violences au sein des couples. Nous avons vu tout un tas d'augmentation de l'agressivité et qui pouvaient être directement liées aux conditions de confinement également. Donc, ce confinement, pour certains auteurs, même s'il ne revêt pas exactement les caractères d'un trauma dit classique, pourrait en avoir en quelques caractéristiques notamment. Ce qu'on sait également, c'est que les facteurs de stress physiologiques, qui sont directement liés aux expériences traumatiques, et donc potentiellement au confinement en lui-même, vont venir modifier notre physiologie. Et ce stress, il va avoir une tendance à bien sûr faire augmenter notre taux de cortisol au travers de l'axe du stress, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et en fait, cet axe du stress, il va avoir une tendance à s'emballer et à produire une hormone, donc le cortisol, mais en parallèle de la production de cette hormone, il produit également une enzyme. Et cette enzyme, c'est la tryptophane 2,3-désoxygénase, et son rôle, c'est de détruire le tryptophane. Et le tryptophane, malheureusement, il est à l'origine de la production de la sérotonine, et la sérotonine, et plus particulièrement l'altération de la production de la sérotonine, est bien sûr l'une des causes principales de l'émergence du tableau dépressif dans les populations. Donc, en fait, mes conditions de confinement vont avoir un effet sur mes caractères physiologiques. Mes caractères physiologiques vont alors s'emballer. J'ai une augmentation de mon niveau d'anxiété physiologique qui produit alors une enzyme qui détruit le tryptophane, ne me permettant plus de produire suffisamment de sérotonine et alors favorisant le tableau clinique de dépression. Ce qu'on peut voir dans le modèle de Beck, c'est que ces deux grandes dimensions, trauma et caractère physiologique, sont toutes deux liées directement au processus informationnel, autrement dit au processus cognitif.
Alors, ces processus cognitifs, on pourrait tout à fait les considérer justement comme étant des processus de production de certaines cognitions, et notamment de distorsions cognitives. Et ces distorsions cognitives peuvent alors générer des difficultés ou plutôt des interprétations de l'environnement, notamment de l'environnement confiné, comme étant des attributions causales sur une perte de contrôle que l'individu aurait sur son environnement. Autrement dit, ces informations cognitives, elles vont avoir une tendance à venir majorer l'acquisition de comportements dysfonctionnels via le biais de l'acquisition d'impuissance acquise, pardon, excusez-moi pour la répétition, mais que Seligman avait mis en évidence. D'autre part, ces biais et ces distorsions, elles vont également être associées à d'autres types de pensées qui progressivement vont avoir une tendance à apparaître, à émerger. Et ces types de pensées sont des pensées qui sont caractéristiques de ce que habituellement dans la littérature on appelle les idéations suicidaires, mais de façon très large et très générique, et qui peuvent être distinguées en termes de 3 types de pensées: des pensées anticipatoires, des pensées soulageantes et des pensées permissives. Chacune de ces pensées vont naturellement jouer des rôles très distincts vis-à-vis du risque suicidaire, mais ce qu'on sait, puisque nous avions alors réalisé une étude avec le professeur Graziani sur ce thème-là, c'est que lorsque ces pensées sont présentes, eh bien, le risque de tentative de suicide est largement majoré pour plusieurs modalités, naturellement, soit pour éviter la situation problème, soit pour éviter l'émotion négative qui est directement liée à les situations problèmes. Mais ces 3 pensées jouent un rôle extrêmement important dans l'émergence et l'apparition progressive des idées et donc des tentatives de suicide. L'idée, c'est que naturellement, la question qui est nécessaire de se poser finalement, c'est est-ce que pendant ce confinement, ce premier confinement, on n'a pas, en tout cas, mis en évidence une recrudescence des consultations ou des tentatives de suicide? C'est un fait, hein. Naturellement, il n'y a pas eu une augmentation significative des tentatives de suicide directement vis-à-vis de ce premier confinement. Mais l'hypothèse qui est à faire, c'est que finalement, ce premier confinement a servi d'émergence de terrain de vulnérabilité dans une population qui, auparavant, n'avait pas d'antécédents psychiatriques. Et actuellement, on peut voir dans les médias notamment que plusieurs médecins prennent la parole. Alors, là, je vous en prends une, Marion Leboyer, qui est la directrice de la Fondation fondamentale. Mais il y en a bien d'autres également qui ont pris une tribune dans les médias pour affirmer que oui, en effet, le premier confinement n'était peut-être pas, en tout cas en termes de recrudescence de risques psychiatriques, n'était pas marqué, mais que les risques psychiatriques étaient actuellement présents, puisqu'on a une augmentation significative des consultations en psychiatrie, et notamment lorsqu'on lit la déclaration de Marion Leboyer, on se rend compte dans son interview que l'ensemble de ces patients n'ont qu'un seul mot en bouche, c'est que le confinement est responsable actuellement de leurs conditions de vie, de la réduction de leur bien-être et de leur augmentation des vulnérabilités au stress, à la dépression, et pour certains d'entre eux, même pour les idées négatives. Donc l'hypothèse qui est tout à fait envisageable, c'est que finalement, notre premier confinement a servi d'acquisition de terrain de vulnérabilité à l'ensemble de ces critères et de ces tableaux cliniques, et que le deuxième confinement, celui que nous vivons actuellement, n'est finalement que le révélateur de ces vulnérabilités qui ont été acquises lors du premier confinement. Alors cette hypothèse, naturellement, jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore été scientifiquement prouvée, mais des études antérieures, et notamment une étude de Plomeka et collaborateurs, qui, eux, avaient tout simplement cherché à faire une comparaison entre les pays sur les modalités que je vous ai précitées tout à l'heure, c'est-à-dire le niveau de syndrome dépressif, le niveau de désespoir, le niveau de risque suicidaire, avaient démontré que certains pays étaient beaucoup plus marqués, et notamment en ce qui concerne le risque suicidaire, que d'autres pays. C'est notamment le cas sur cette diapo du Canada, qui mettait en évidence que les idéations suicidaires étaient exprimées de façon significativement plus importante dans la population canadienne que dans le reste des pays du monde. Et cette idée, c'est que la population canadienne puisse exprimer d'autant plus des idéations suicidaires, peut s'expliquer par un élément qui est tout à fait important, c'est qu'en 2012, le Canada avait déjà été confiné pour une première épidémie de SRAS. Autrement dit, il y avait potentiellement chez cette population canadienne eu l'acquisition de terrains de vulnérabilité qui ont pu alors s'exprimer d'autant plus massivement au moment du confinement pour la Covid-19.
Donc, c'est une hypothèse qui, naturellement, doit être confirmée, mais qui, à première vue, semble tout à fait cohérente avec les résultats qui sont démontrés par ces études. L'idée, c'est que, naturellement, ce niveau d'anxiété, il semble être au cœur même de la relation entre désespoir et risque suicidaire. Autrement dit, le terrain anxieux devrait être considéré comme la cible thérapeutique majeure des populations confinées. On ne peut pas faire l'économie, après les différentes études qui sont en train d'être publiées, ou les différentes études qui l'ont déjà été et qui, de façon indirecte, avaient déjà démontré cet effet du niveau d'anxiété sur l'ensemble de la psychopathologie chez les populations confinées. On ne peut pas faire l'économie, maintenant qu'on est au courant, de traiter et de prendre en considération l'évaluation progressive de ce niveau d'anxiété au moment, dans les conditions sanitaires et dans les périodes de confinement telles que celles que nous sommes en train de vivre. Alors, naturellement, on pourrait tout à fait envisager de pouvoir proposer des systèmes de psychoéducation des populations confinées. On a un gouvernement qui a largement misé sur ces stratégies de psychoéducation, notamment pour expliquer en quoi le coronavirus pouvait présenter des risques physiques, dans le sens maladie physique, en expliquant quels étaient les symptômes, quels étaient les éléments qui nous permettaient de nous prévenir de possibles contaminations en termes de symptômes, et également quels étaient les différents numéros ou les différentes instances sanitaires à pouvoir contacter si les symptômes venaient à émerger chez un individu. Donc, on pourrait tout à fait envisager, finalement, que le gouvernement puisse prendre à bras-le-corps ce type de psychoéducation auprès des populations confinées. Alors, naturellement, pour le premier confinement, c'est trop tard. Le confinement actuel, il va encore perdurer 3 semaines, on vient de l'apprendre. Donc, c'est pas trop tard pour celui-ci. D'autre part, on pourrait également partir du principe que la mise à disposition de plateformes de télémédecine pourrait être un des moyens pour pouvoir réguler et approcher sur le plan thérapeutique cette augmentation significative du niveau d'anxiété. Et notamment, dans notre première recherche, nous avions démontré que les participants qui avaient continué ou alors qui avaient pris parti de consulter à distance des thérapeutes en lien avec leur niveau d'anxiété avaient une réduction significative de 70% du risque suicidaire. Autrement dit, ces plateformes de télémédecine à distance sont autant d'outils thérapeutiques qui ont montré leur efficacité, en tout cas qui vont continuer à montrer leur efficacité. Et enfin, un dernier élément sur lequel il nous semblait important d'appuyer en lien avec nos résultats, c'est qu'à partir du moment où nous avons des instances gouvernementales qui ne maintiennent pas une cohérence en termes de discours, et notamment un discours qui va être raisonné, eh bien, nous aurons alors les effets de ces éléments liés aux critères d'anxiété qui ont déjà été mis en évidence dans les études antérieures et que nous mettons également en évidence dans notre recherche. Autrement dit, cette cohérence en termes de discours et le discours raisonné comme certains pays ont pu le mettre en place, notamment le cas de la Corée du Sud, eh bien dans ces pays, on a des niveaux d'évaluation psychopathologique qui sont significativement inférieurs à ce qu'on peut retrouver dans les pays dits occidentalisés. Et d'autre part, on a également des niveaux de mortalité liés à la Covid qui sont strictement inférieurs. Alors celles-ci, pas directement liées au discours, mais liées à des consignes et à des contraintes beaucoup plus coercitives que celles que nous avions eues, nous, en temps de confinement. Mais en tout cas, le discours cohérent et raisonné a démontré une efficacité et une réduction significative de cette anxiété dans la population confinée. Et donc, ça devrait être une des voies qui devrait être significativement employée dans la population française. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ok, donc je vais reprendre la parole. Donc, tout d'abord, un grand merci à Pierluigi Gradini et Jonathan Del Monte pour ces 2 présentations qui ont été extrêmement intéressantes. Je vais laisser les spectateurs poser des questions dans la partie Q&R si jamais ils ont des questions à poser. Alors, pour l'instant, on a des compliments qui disent que c'était super intéressant et qui vous remercient. Merci à tout le monde, en tout cas, de nous avoir écoutés pendant la conférence de Castex. Et aussi tardif.
nous avons une question. Du coup, la question est comment envisager l'augmentation des violences conjugales? Peut-être je peux essayer de répondre. Alors, d'un point de vue du modèle du stress, quand le stress est présent, plus il augmente, plus on a une augmentation de la pathologie. Donc, on a une augmentation de la gestion des émotions, on a une augmentation de supporter la frustration, c'est-à-dire une augmentation, on a une vulnérabilité à supporter la frustration. Et il suffit peu de choses pour que la personne puisse manifester de l'agressivité. Donc, il y a une difficulté à s'autoréguler, réguler des émotions, réguler des comportements, et on a en fait le passage à l'acte. Donc, il faut protéger les femmes, il faut protéger les hommes aussi s'ils sont maltraités. Cette augmentation de la pathologie, on la voit, c'est assez général. Hein. Je ne sais pas si certains se rappellent, mais quand il y a eu, par exemple, la guerre en Yougoslavie, donc c'était très proche par rapport à ce qui se passe dans d'autres contextes, il y a une augmentation des consultations en psychiatrie en France. C'est-à-dire que le stress général augmente la difficulté à faire face, à gérer les situations du quotidien. Donc la violence conjugale peut être entendue là aussi, c'est-à-dire que ce sont des comportements déviants en général, c'est basé sur des croyances dysfonctionnelles, sur la... sur l'idée, sur la considération de la femme d'une certaine manière. Et donc, on voit en fait une augmentation de tout ce qui est désagréable, tout ce qui est impulsif, tout ce qui est réfléchi dans ce type de contexte-là. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, Oui, peut-être que la question, c'est parce que comment ça se fait qu'on dit que parfois on augmente les mariages, on augmente les naissances et on augmente aussi la violence conjugale. C'est que d'un côté, on augmente les comportements déviants vers la violence et pour certains, c'est plutôt la recherche d'un soutien dans le couple et on a davantage de comportements plus positifs. d'accord. Alors, on a une deuxième question. Donc là, c'est une question qui a été mise dans le chat. C'est les pays d'Asie n'ont-ils pas connu d'autres confinements? Ah, si, naturellement. Les pays d'Asie sont les pays qui ont beaucoup plus connu Confiné. les confinements que les pays occidentalisés. Alors, le seul problème, c'est que naturellement, en fonction du pays, et je pense notamment à la Chine, il est difficile de pouvoir faire état des chiffres qui sont avancés par ce type de pays en raison du gouvernement qui est en place là-bas. Si je reprends l'exemple de la Corée du Sud, en fait, la Corée du Sud n'a pas mis en place de confinement vis-à-vis de la pandémie du Covid-21. Autrement dit, la population était libre de ses déplacements, elle était libre de ses mouvements. En revanche, ils ont utilisé d'autres types de biais pour essayer de contrecarrer la pandémie, et c'est notamment de la surveillance accrue de la population qui ne limitait pas les déplacements. Autrement dit, ils ont eu ce qu'on pourrait entendre plutôt un confinement qui a été surtout lié à de la surveillance plus que de la contrainte en termes de liberté. Nous avons surtout une limitation de nos libertés et ces limitations des libertés ont alors généré chez une large partie de la population, voire chez la plupart d'entre nous, une réduction massive des feedbacks positifs que nous pouvions alors obtenir dans nos environnements. À partir du moment où les feedbacks ne sont plus récompensants, on a alors l'extinction de nos activités, et l'extinction de nos activités va alors générer chez nous des changements d'humeur, notamment des humeurs tristes, de l'anxiété, et aller potentiellement jusqu'à la décompensation dépressiogène. Donc oui, vous avez raison, hein, les pays d'Asie ont connu des confinements. La Chine connaît très probablement des niveaux d'idéation et de tentatives de suicide bien plus élevés que ce qu'on peut imaginer, puisque c'est un des pays qui est le plus touché, ou qui a été le plus touché. La Corée du Sud, n'ayant pas utilisé ces modalités-là, n'a pas du tout les mêmes caractéristiques psychopathologiques que celles que nous retrouvons dans les pays qui ont subi un confinement de privation de liberté. Donc, en effet, il y a des éléments sur lesquels il faut qu'on puisse réfléchir et essayer de comprendre quelles sont les interactions entre ce confinement et les expressions psychopathologiques. Nous faisons l'hypothèse qu'en effet, le confinement est très impliqué dans l'expression de ces tableaux.
D'accord, merci beaucoup. Alors, au final, on a beaucoup de questions dans le chat. Là, on a une troisième question qui est: qu'en est-il de l'intérêt des lignes d'écoute montées notamment par les CUMP pour la gestion de l'anxiété? Alors, Ah, je ne sais pas s'il y a des évaluations là-dessus concernant la ligne de la CUMP. Donc, je n'ai pas de données. Ce que je peux dire, c'est que c'est très important quand même qu'on puisse offrir la possibilité aux personnes qui sont en difficulté de pouvoir demander de l'aide, surtout à des personnes qui sont spécialisées dans la prise en charge des situations extrêmes. Donc, je pense que le soutien social qui peut être donné par la CUMP, qui peut être donné par des associations, je vois Association France Acufène, et par d'autres associations, c'est très important, surtout en cette période. Je ne sais pas si Jonathan, tu avais d'autres idées, mais... non, pas vraiment. Là, je suis désolé, je n'ai pas plus d'idées que toi sur ça. Non. Ok. Je passe à Alors, la question suivante. Ouais. avez-vous des techniques, outils spécifiques pour accompagner le couple suite au stress du Covid, du confinement? Okay. Alors, encore une fois, les techniques sont celles qu'on a pour la gestion des émotions, pour la gestion des conflits dans un couple. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit l'apparition, comme j'ai dit, des comportements qui sont des comportements agressifs, comportements violents, etc. Ce n'est pas le cas de tous les couples. Il y a d'autres couples qui retrouvent, qui améliorent leur relation, sont résilientes, retrouvent dans cette épreuve des fonctionnements qui sont plus positifs qu'avant. Donc, ce qu'on fait avec les couples, ce n'est pas spécifique au Covid. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'on a tous les outils pour pouvoir intervenir. Ce que le Covid ajoute de nouveau, en fait, c'est que ça nous arrive à nous aujourd'hui. Jonathan a déjà évoqué les confinements ailleurs. Il y a beaucoup de cas de confinement dans la population. Ça commence avec la peste. Et on murait les gens à l'intérieur des maisons. Donc, le confinement, c'est quelque chose qu'on connaît et que, si vous vous rappelez bien, parfois les touristes chinois arrivaient déjà avec le masque pendant les années précédentes. Donc, on sait qu'ils étaient bien habitués à ce confinement-là. Mais en tout cas, si je peux répondre très brièvement, on a tous les outils en TCC pour faire face à ces problèmes de couple. Il n'y a pas besoin de choses spécifiques pour le Covid, selon moi. D'autres questions, Claire? Alors, oui, du coup, là, une question. Le Covid a-t-il un impact plus important ou moins important sur un couple fusionnel? Alors, là aussi, c'est intéressant comme question. Alors, si avant le Covid, en fait, on pouvait avoir des couples fusionnels. Sauf que pendant le Covid, l'occasion de fusionner dans certains couples a beaucoup augmenté et a dépassé un peu le niveau de la supportation de certains. Donc, on a des couples fusionnels qui se retrouvent, qui manquaient de fusion avant et qui sont très heureux de se retrouver pendant cette période, et d'autres qui n'en peuvent plus de cette fusion. Donc, dans le couple fusionnel, peut-être. Ce sont les seuls peut-être qui tirent un peu davantage de cette situation-là. Mais là aussi, il n'y a pas de recherche spécifique et je n'ai pas trouvé sur le couple fusionnel. Alors, peut-être que, Jonathan, c'est la prochaine question, je pense. Avez-vous constaté une augmentation de l'hypocondrie aux craintes excessives vis-à-vis de la maladie? Alors, ça ne faisait pas partie des différentes évaluations que nous avions mis en place lors du premier confinement. Mais encore une fois, alors ça va être difficile de vous confirmer une augmentation ou en tout cas une expression un peu plus massive de ces caractères-là. Mais d'une façon générale, c'est l'ensemble des troubles psychopathologiques qui vont être exprimés et qui vont être mis en avant dans une population qui jusqu'à présent n'en exprimait pas. Donc, ce tableau clinique peut, dans une certaine mesure, avoir une dominance un peu plus massive dans post-confinement, mais je ne peux naturellement pas le confirmer puisque ça ne faisait pas partie de nos évaluations. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour avoir vu des patients hypochondriaques et obsessionnels, parfois, de la propriété,
ils paraissent normaux, en fait, par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on a des patients qui sont habitués à ce type de situation-là et qui finalement, leur stratégie de vérification, d'analyse deviennent normales dans ce type de période. Alors, quel serait pour vous le risque principal subi par le couple face au Covid? En fait, le risque principal pour tout couple, c'est de subir des stress dans ce type de situation-là. Plus le stress est important et s'ils ont des difficultés à s'adapter à ce type de situation-là, s'ils n'ont pas les outils pour s'adapter, évidemment, risquent de s'effondrer. Et que le couple aussi, comme le mal-être au quotidien, comme le confinement, comme la déprime, j'entends parler beaucoup d'anxiété et de déprime, ça va miner en fait à la relation dans un couple. Quand on n'a pas envie de parler, là, je vois la question suivante qui parle d'anédonie. Voilà, quand en anédonie, on perd le plaisir de discuter, on perd le plaisir de faire des choses ensemble, on se replie sur soi-même et c'est clair que le couple risque de payer cher tout ça parce qu'on réduit tous les comportements qui maintiennent un couple ensemble. Je ne sais pas, Jonathan, si tu veux compléter. Alors, sur le couple, non, pas compléter, mais en effet, par rapport à l'anédonie. Ouais. Oui. En fait, je vois la question. En fait, le phénomène de sidération qui est exprimé par le spectateur, c'est en effet cette réactivation de ce terrain de vulnérabilité qui potentiellement aurait pu être acquis au cours de ce premier confinement. On va avoir des patients en tout cas, les patients qui auparavant avaient été déjà diagnostiqués comme patients vont présenter des caractères qui vont s'exprimer davantage sur le plan psychopathologique. Mais c'est surtout que ce confinement, dans un délai très bref, ça a duré 57 jours, hein, le premier confinement, nous montre que des caractères de vulnérabilité à l'expression psychopathologique se font sur des temporalités très courtes. Autrement dit, on peut avoir des individus qui, avant le confinement, ne présentaient aucun caractère psychopathologique et qui, au cours de ce confinement, vont faire cette acquisition qui s'exprimera dès maintenant à partir de la sortie du deuxième confinement. Donc, je ne suis pas très étonné qu'en effet, vous ayez une recrudescence de patients qui expriment ces difficultés-là maintenant. Oui. Alors, je pense que la sidération due au deuxième confinement est parce que la personne, peut-être, n'a pas suivi les journaux, on n'a pas lu ce qui s'est passé un peu à l'étranger aussi. C'était évident que après la rentrée universitaire et les fêtes étudiantes, l'été, le mélange, promiscuité des personnes, il y aurait eu probablement un problème de Covid. Hein. Alors, c'est la multiplication des sources en général, je pense que c'est pour toi, Jonathan, ou bien la multiplication des sources contradictoires. En fait, le problème, il est là. C'est qu'à partir du moment où vous allez chercher de façon autonome des sources sur Internet, vous allez tomber à la fois sur des sources contradictoires qui vont exprimer tout un tas d'éléments qui vont générer une ambiguïté. Alors, dans mon diaporama, j'ai mis la petite photo de ces deux personnes qui sont masquées. Hein. Je pense que tout le monde aura reconnu l'allusion au film qui était en opposition, en tout cas qui exprimait que le Covid était une machination, etc. Comment expliquer l'adhésion aussi massive, en tout cas d'une partie de la population, à ce type de document? C'est typiquement par l'absence de cohérence du discours des instances gouvernementales. Hein. Alors tout à l'heure, je me permets juste de rebondir sur un petit élément, mais la personne qui me demandait tout à l'heure si les pays d'Asie n'avait jamais connu de confinement et a reposé une question en disant finalement le tracing pourrait être un moyen pour limiter l'anxiété. Alors ce n'est pas tant le tracing qui est un moyen pour limiter l'anxiété. Alors attention, je préfère le prévenir tout de suite, je ne suis pas un agent de la Corée du Sud, hein, donc je ne suis pas pro-Corée du Sud, mais le point qu'on peut observer dans ce pays, c'est que le discours gouvernemental a été un discours qui a été cohérent et logique et qui n'a jamais varié. Autrement dit, c'est en effet les informations qui sont dispensées dans les médias qui vont avoir un impact extrêmement sévère sur le niveau d'anxiété et non pas les différentes méthodes pour pouvoir tracer les individus comme le suggère le spectateur.
Je me permets juste, il y a une question plus tard, mais qui m'intéresse aussi. Est-ce que vous avez constaté ou vous anticipez une augmentation des taux d'étoc suite au Covid? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, Une boule de cristal. les personnes qui se lavent 50 fois, je veux qu'il y a aussi Alain Sautreau, que je salue parmi les spectateurs, mais parmi les gens qui finalement ont des comportements tout à fait adaptés à ce qu'on nous demande, c'est bien les TOC. Donc, non, j'ai pas constaté. Les quelques patients TOC que j'ai, en fait, ils me disent qu'ils sont un peu étonnés parce qu'ils se sentent normaux maintenant à faire ce qu'ils faisaient avant et qu'on on les traitait des fous et des toqués. Et finalement, ils expliquent aux autres ce qu'il faut faire, hein, où est-ce qu'ils pourraient avoir des virus, comment se laver les mains, etc. Donc, ils sont plutôt une source d'expertise pour la propriété dans certains cas. Mais je n'ai pas de données précises là-dessus. Hein. Je ne pourrais pas répondre exactement à la personne. Alors, par rapport au distanciel et au présentiel, alors je peux y parler parce que je suis aussi, je travaille sur une plateforme à distance et on avait ouvert même avant le Covid. Et on avait cherché à faire des revues bibliographiques par rapport à l'utilité des consultés à distance. Alors, par rapport à l'approche des thérapies cognitives-comportementales, il n'y a aucune différence quand on compare des groupes à distance ou des groupes face à face. Aucune différence en termes d'efficacité des thérapies. Donc, il y a beaucoup d'études, ce n'est pas une ou deux, il y a des dizaines d'études qui montrent exactement le même résultat. Alors, quand on me pose la question sur les axes physiques, social et psychologiques, en fait, c'est un travail sur la relaxation, c'est un travail sur la restructuration cognitive, c'est un travail aussi sur ne pas rester isolé, alimenter, enfin, ne pas rester isolé, ça veut dire qu'il y a aussi des moyens à distance, comme la question précédente, qui permettent aussi de faire des apéros à distance, de s'adapter en fait. C'est adapté par rapport à ces trois niveaux d'axes qui sont travaillés en TCC. Donc, ce sont les techniques classiques. On ne met pas en place pour la COVID des choses différentes. Après, c'est un peu comme quand on fait la cuisine, c'est-à-dire qu'on a les mêmes ingrédients et après, on les mélange peut-être différemment par rapport aux problèmes contextuels. Mais autrement, ce sont les mêmes techniques. Et je veux répondre aussi à la Suède, là, parce que je suis en Suède en ce moment. Pensez-vous que le confinement à la suédoise aurait pu réduire le risque de santé mentale de la population française? Mais sachez que la personne qui gérait le problème du Covid en Suède s'est fait virer il y a 15 jours parce que, un peu comme certains médecins en France, sous-estimaient les données et qu'il y a une explosion de mortalité en Suède. C'est que la Suède a fait aussi, ça n'a pas été toujours dit, c'est que pour avoir assez de places en réanimation, ils ont modifié les critères pour être rentrés dans le service de réanimation. Si vous avez une comorbidité, vous n'avez pas droit à rentrer en réanimation, c'est-à-dire que vous deviez gérer la COVID plus la comorbidité dans un service autre. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Après, il y avait moins de tests. Il y a très peu de tests. Donc, après, l'autre aspect, c'est que ça tardait un petit peu à monter en Suède parce que quand en France, on impose le confinement, en Suède, on peut le suggérer, on a les mêmes effets. C'est-à-dire, on dit aux gens, restez un peu éloignés les uns des autres et ils vont le faire. En France, il faut imposer parce qu'on a tendance à s'opposer, etc. Après, les Suédois, c'est un autre style. Quand l'État dit quelque chose, le font. Il n'y a pas, comme chez nous en France,
beaucoup d'opposition à l'État. Et pour revenir un peu à ce que Jonathan disait, il y avait une seule personne qui parlait, et c'était la personne qui était responsable de la politique de santé du Covid, et qui n'était même pas un ministre, c'était un épidémiologiste, et qui a été changé, qui a été viré il y a 15 jours. Et puis on se rend compte également que le confinement qui a été vécu dans les pays du Nord a sensibilisé à certains types de réponses qui ont été mises en place sur un aspect très impulsif. Il suffit de voir l'abattage des visons qui a eu lieu de façon extrêmement massive. Ça, c'est typiquement un phénomène de sensibilisation. Ici, vous avez, pour reprendre l'exemple suédois, le rapport décès population nationale, c'est le rapport le plus élevé en Europe. C'est-à-dire que la Suède est un des pays qui compte le plus de morts du Covid, enfin de la Covid. Et donc ça a hyper sensibilisé l'ensemble des réponses et ça a arrivé jusqu'à l'extermination totale de tous les élevages de visons. Enfin voilà, vous avez des mécanismes qui sont à l'œuvre, hein, même dans ces pays nordiques où on a l'impression que tout se passe très bien, mais finalement, c'est loin d'être aussi simple que ça. Oui. Oui. Après, vivre en Suède, c'est déjà difficile pendant l'hiver. Hein. Oui, c'est d'autres contraintes. Dans le sud, vous avez un peu de lumière entre 10h et 15h de l'après-midi. Donc, imaginez qu'en France, on va éteindre la lumière de 15h jusqu'à 10h le lendemain. Voilà. Vous n'allez pas non plus les enfermer dans la maison. Ça va être une catastrophe. Je me permets juste, au vu de l'heure, je vous propose de sélectionner encore une ou deux questions, puis on s'arrête. Ça vous irait? Très bien. Comment travaillez-vous, peut-être dans l'ordre, comment travaillez-vous avec l'incertitude et l'émergence des théories complotistes face au discours du gouvernement constamment changeant? Vous attendez-vous à des répercussions à long terme? Alors là, ça sort un peu de nos compétences, oui. Mais les théories complotistes ont toujours existé. C'est que ça part souvent d'un fait, un peu comme beaucoup de croyances dysfonctionnelles. Ça part d'un fait, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs parfois de communication. Et donc, on propose une alternative qui est bien pire que l'erreur. Donc, les théories complotistes, c'est vrai qu'il y a une émergence depuis quelques mois des théories complotistes. Il y a une émergence aussi des discours sectaires. Il y a une alerte par rapport aux sectes qui prennent beaucoup d'ampleur en ce moment. Et il y a aussi une urgence, c'est de convaincre 100% de la population française que la Terre n'est pas plate. Hein. Et encore cet été, on a retrouvé des gens en bateau dans l'Adriatique. Bon, c'était des Italiens quand même, là, qui allaient voir à côté de Lampedusa si la mer s'arrêtait, si la Terre s'arrêtait là. Donc, voilà, je pense qu'on est dans un système qui est très irrationnel. La seule, pour moi, exigence, et c'est pour ça que parfois on ne sait pas quoi vous dire, on vous dit on n'a pas de données scientifiques, c'est une pensée peut-être scientifique et de recherche qui sont critiquables, mais quand même ils ont une méthodologie qui permet parfois de tirer quelques conclusions. Ouais. Pour également essayer d'amener un petit élément pour compléter, finalement, la théorie complotiste concernant la Covid, dans le sens large ou tout type de situation, ce n'est rien d'autre qu'une tentative de retrouver du contrôle sur une situation dans laquelle, malheureusement, nous n'en avons pas. Et dans ce sens-là, on pourrait essayer, en effet, de considérer que c'est finalement une stratégie tout à fait ajustée, voire complètement adaptative, pour essayer de diminuer les effets néfastes de la perte de contrôle que nous avons sur les situations. Faut-il considérer des effets psychologiques de réactions éphémères susceptibles de diminuer suite au déconfinement? Qu'est-ce qu'on pense? Attends, je n'ai pas compris la question. Oui, est-ce que les symptômes qu'on a aujourd'hui pendant le confinement vont disparaître après? Il faudra un peu de temps, mais probablement ça va... Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre puisque certaines études, notamment une étude de 2012 qui portait sur le STRAS, démontrait que les symptômes dépressifs pouvaient perdurer 3 années après le déconfinement des populations. Donc, on peut éventuellement avoir une conséquence qui peut durer pendant plusieurs années. D'accord. Du coup, on va peut-être s'arrêter là.
Je vous remercie pour les réponses aux questions. Je suis désolée pour toutes celles qui n'ont pas pu être répondues. Quoi qu'il en soit, je tiens vraiment à vous remercier tous les deux pour cette conférence qui était très, très intéressante. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas pour l'invitation. Je remercie aussi tous nos spectateurs qui nous ont supportés jusque-là. Et merci Jonathan aussi Merci beaucoup. de ce duo qui m'a fait beaucoup plaisir. Bah, également. Plaisir partagé. Merci aussi à Claire, à Marlène et à Arnaud de nous avoir accompagnés ce soir. Et merci à l'FTCC. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, au revoir. Au revoir.